Chers amis, alors que dehors souffle la tempête d'équinoxe, dans un jour gris qui s'approche plus d'un crépuscule sans couleur, oui, il faut encore allumer à l'intérieur, non pas une lampe, mais peut-être même deux, eh bien, il est temps, je crois, pour un courrier des spectateurs, car vous envoyez régulièrement des choses intéressantes et il y a aussi, bien sûr, les commentaires. Mais commençons par vos courriers, dont je vous remercie. Je vous remercie surtout d'être concis, précis, d'adresser vos courriers avec un titre que je puisse lire et pas juste des liens que je n'ouvre pas ou des choses sans suite. Voilà, soyez gentils. Si vous voulez mon attention, eh bien faites un petit peu ce que je fais pour vous. Rendez-vous intelligible, s'il vous plaît, aussi bien de façon lisible que du point de vue du sens. Je remercie d'ailleurs immensément tous ceux d'entre vous qui rédigent leurs courriers et font leurs envois de façon à ce que ce soit agréable à lire et dépourvu de confusion. Voilà, je suis assez touchée par tous ceux qui font l'effort d'une narration personnelle, mais aussi d'une présentation qui fait que c'est lisible. Il y avait une personne d'entre vous qui m'avait écrit un pavé, mais un pavé de je ne sais plus combien de lignes, un truc illisible, sans aucun retour à la ligne, sans espace. C'était impossible et je lui ai renvoyé. J'ai pas pu lire, bien sûr. Déjà, je n'arrive pas à lire toutes ces lignes parallèles. C'est un peu d'astigmatisme ou je ne sais pas quoi. Mais je lui ai renvoyé en lui disant que c'était pas possible. Et cette personne m'a renvoyé quelque chose et m'a remercié, m'a dit ah bah oui je m'étais pas rendu compte et puis il me l'a renvoyé avec je crois simplement en faisant des petits paragraphes et puis il y avait c'était une d'ailleurs je sais pas si je l'ai toujours malheureusement ou comment je l'ai archivé parce que j'ai trop de choses pour pouvoir les traiter toutes, mais c'était quelque chose d'intéressant, c'était une expérience personnelle, je me demande même si ça impliquait pas l'astral. Et à propos d'astral, nous devrions peut-être réécouter l'entretien avec Théo, qui je crois est passé à l'as lors de la dernière suppression de chaîne, parce qu'il était question du monde astral. Et du monde astral, non pas que cette personne qui faisait des voyages astro ou des projections éthériques, enfin je ne sais quoi, je ne sais plus comment elle appelle ça exactement, elle n'a pas cherché elle-même à les faire, c'est arrivé quand elle était enfant et vraisemblablement suite à un choc traumatique. Mais nous devrions peut-être réécouter cela parce qu'à ce moment-là, je ne faisais pas, et peut-être la plupart d'entre vous ne faisaient pas bien la différence entre le non visible, l'occulte, l'astral et tout le reste. Mais commençons tout de suite avec une de nos auditrices qui nous fait ce petit courrier. Chère Prune, en partant ce matin faire mes courses, je constate un grand panneau publicitaire annonçant la quinzaine de l'enfance. Je ne peux m'empêcher de voir dans cette publication assez dérangeante une incitation à la pédophilie. Tout est malsain. La forme des jouets, les couleurs et le pire, c'est l'appel de la quinzaine. On se croirait à la foire. Allez, monsieur, dame, 2 pour le prix d'un. Burk. Effectivement, ça ressemble à certaines versions de Godemiché, ces empilements. Alors là, on reconnaît une boîte à l'envers, une version, de pâte à modeler Plaido, un truc comme ça. Quinzaine de la petite enfance. Allez, les petits enfants. C'est marrant, retrouver le programme sur le site internet du Taillant Médoc. Non, il s'agit pas de Médoc, mais il s'agit de la région, là, près de Bordeaux, vous savez. Alors, on a des couleurs arc-en-ciel, quand même. On a vraiment l'arc-en-ciel. Ah, le petit canard. Ah oui, qu'est-ce qu'il y a? Ce sont des matrioshkas à gauche, empilés, un peu tête dans le cul, comme ça. On a même la toute petite matrioshka au sommet d'une pyramide. Et puis un canard qui évoque le bain. Mais moi, ce canard, il m'évoque aussi Oui, j'avais appris ça en faisant des recherches. Oui, dans tous les trucs de dino et de dildo et tout trucs comme ça. Il y a un très fameux godemiché vibrant pour dames. Une partie qu'on s'introduit et puis devant, il y a une espèce de petit ergot là qui vibre, qui stimule le clitoris. Mon Dieu. Et c'est en forme de lapin. Généralement, c'est rose. Et c'est le lapin, le jouet sexuel le plus vendu, paraît-il. Moi, quand je vois ce canard, le canard qu'on met dans le bain, là, ce canard, avec son bec, il m'évoque le lapin avec ses oreilles stimulantes, quoi. Ouais, ça me dérange. Effectivement, ça me dérange, moi aussi. Mais poursuivons. Sur la dimension fractale et matricielle de ce monde,
As-tu déjà remarqué à quel point les véhicules récents figurent des têtes de monstres quand on les voit de l'arrière et de nuit ? Les phares rouges associés à la plaque minéralogique, voilà une tête d'insectoïde bien sale. En filant la réflexion, j'observe ces voitures et je me dis qu'elles s'intègrent parfaitement dans ce paysage infernal avec leur LED aveuglante dans un monde gris, brumeux et poussiéreux. Une nouvelle manifestation de l'horreur en somme. Une lumière éblouissante venue éclairer la caverne qui est devenue notre quotidien. LED pour tous. Laideur obligatoire, comme tu le dis si bien. La brume, elle aussi, en dit long. Elle est permanente, en ceci qu'on l'observe à n'importe quel moment de l'année et à n'importe quelle heure. Qui d'entre nous se souvient que la brume est saisonnière ? Je m'inclus dans ce nous car l'oblivion nous concerne tous. Oblivion en anglais, c'est inconscience. J'en veux pour preuve le mois de Brumaire dans le calendrier révolutionnaire. À cette époque, en tout cas, la brume était un phénomène suffisamment marqué en cette saison pour qu'on lui consacre un nom de mois. Oui, vraiment, le mois des brumes, c'est novembre. C'est novembre-décembre. Et enfin, début décembre. Après décembre, on a plus le froid. C'est vraiment le mois des brumes. Novembre, absolument. Et je m'en souviens très bien. À la campagne, là-bas. Enfin, j'ai des souvenirs de brumes vraiment très clairs, si j'ose dire. Là-bas, à la campagne du côté de Mâcon, à La Roche-Vineuse. Enfin, une réflexion sur le langage. Même dans celui-ci, on retrouve la trace de la répétition originelle, de la copie matricielle. En albanais, nous sommes se dit semi. Curieux parent du summus latin, n'est-ce pas ? Pourtant, l'albanais est annoncé comme lointain par rapport au latin. Et que dire du has hongrois qui veut dire maison, pas si peu indo-européen que cela, on dirait. Et enfin, notre casigou en Corse qui ressemble à s'y méprendre au käse allemand. Un sacré sac de nœuds que nous avons collectivement à démêler au fil du temps. Oui, en effet, concernant les langues, moi j'avais toujours appris des choses par mon père, mais mon père ne maîtrisait que les langues romanes, et encore pas toutes. Et il y a des choses que je lui ai dites, peut-être, je sais pas si je lui ai dites, mais je me suis imaginé, même après sa mort, enfin lui dire certaines choses que j'avais apprises, par exemple que l'une des langues baltes, l'estonien peut-être bien, s'approche exactement du finnois. Et c'est pas du tout... c'était pas du tout... Il l'avait pas appris, il avait pas du tout démêlé la question. Alors je crois que la première fois que je l'ai vu, c'est parce que j'étais à Saint-Pétersbourg. Je vous raconterai peut-être ça, à quelle occasion, enfin un peu plus en détail, mais j'étais dans les toilettes, je crois, et puis il y avait un pot de peinture que j'avais acheté pour ma mère, qui avait un appartement, figurez-vous, là-bas, où elle avait acheté en cash un appartement, enfin c'était toute une histoire, puis finalement, il a été récupéré par un gars qui était son ami, mais qui plus ou moins, je pense, affilié à la mafia, allons laquelle, arménienne, il me semble, enfin, un arménien en tout cas. Donc je lisais l'étiquette, et vous savez ici nos étiquettes, elles sont en français, anglais, allemand, espagnol, italien, ça dépend vers quel côté la frontière on est, et puis beaucoup en néerlandais aussi, bien que nous n'ayons pas de frontière avec les Pays-Bas, mais via la Belgique on pourrait dire, mais c'est tout à fait, la Belgique étant un tout petit pays et les Pays-Bas aussi un petit pays, c'est quand même étonnant qu'on ait quand même tout en bilingue néerlandais-français, avec le néerlandais souvent en premier plan. J'en ai déjà parlé, et s'il vous plaît, vérifiez la chose, même et surtout pour les produits bio. On a l'étiquette néerlandais-français. Ouais, hollandais pour ceux qui savent pas, mais c'est du néerlandais. Bref. Donc là, c'était donc en russe. Et les langues adjacentes, si j'ose dire, on devait peut-être avoir du polonais, mais on avait surtout des langues, les 3 langues baltes et le finnois. Oui, parce que c'était la Russie, c'est grand, et Saint-Pétersbourg, ça jouxte la Finlande. Saint-Pétersbourg est la façade maritime baltique de la Russie. Donc un tout petit appendice, quoi. Et donc j'avais vu que les 3 langues baltes se ressemblaient entre elles, mais avec quand même des différences assez nettes, il me semble. Mais il y en avait une qui ressemblait vraiment au finnois. Moi, je m'étais intéressée au finnois. Enfin, je m'y suis intéressée un petit peu plus tard, d'ailleurs. J'ai étudié le finnois, de façon livresque à Paris, à l'Institut finlandais. Donc je l'ai jamais parlé vraiment, j'avais une instructrice, bon ça n'a pas duré bien longtemps parce que elle essayait de se faire 3 sous, mais bon c'était nul, elle donnait des cours comme ça, mais en fait, bon voilà, c'était de l'arnaque un peu ce truc.
Donc j'ai très vite arrêté. Mais j'ai jamais entendu dire que les langues baltes étaient apparentées au finnois, et le finnois est une énigme linguistique, une langue du groupe finno-ougrien qui comprend le finnois et le hongrois. Donc rien à voir. Et effectivement rien à voir, parce que j'ai voyagé un tout petit peu en Finlande, mais au moins dans les pays adjacents, et puis j'ai eu contact un peu avec des Finlandais. Et j'ai passé très rapidement, mais quand même, j'ai traversé la Hongrie, donc j'ai un peu entendu et lu du hongrois, et je ne vois vraiment pas, mais vraiment pas, le lien. Même théoriquement, même tout ça, puis j'en ai parlé à mon père, je lui ai dit, mais il n'y a rien dans mon expérience de la lecture, de l'audition de ces deux langues qui puissent me les faire rapprocher. Alors j'aimerais bien savoir quelle est la théorie sous-jacente. Et puis une femme m'avait dit aussi, toujours en Suède, où j'ai rencontré des Finlandais qui ont dû, même dont certains ont dû réapprendre leur langue parce que c'était le suédois obligatoire, puisque la Finlande a été sous domination suédoise. Il y avait une femme suédoise qui avait travaillé Non, elle était peut-être pas suédoise, elle était finlandaise au départ, mais vivait en Suède. Donc elle connaissait, elle parlait le finnois. Et elle a travaillé en tant que cuisinière, elle a travaillé en Grèce. Et quand on travaille dans la restauration, généralement, il faut quand même... on apprend très vite la langue du pays où on est, c'est très pratico-pratique. Et elle m'a dit, à ma grande stupéfaction, mais qu'en savons-nous, en fait, en fait, non, je n'étais pas si stupéfaite, elle m'a dit qu'elle n'avait pas eu trop de peine à apprendre le grec moderne, donc le grec, parce que c'était très proche du finnois. Alors ça contrevient à toutes les théories et tout le savoir officiel sur la chose. Le grec moderne et le finnois n'ont absolument rien à voir. Bah bien sûr. Et là, l'expérience directe d'une personne qui était très peu instruite du point de vue de la culture livresque, une personne de la vraie vie, et qui s'est servie de sa connaissance du finnois pour apprendre facilement le grec. Au travail, comme ça. Non, pas à l'université, une cuisinière. Donc vraiment des gens de la classe des travailleurs, on peut dire. Pas des embobineurs qui nous racontent absolument n'importe quoi avec leurs théories et auxquelles ils croient ou ne croient pas, c'est très secondaire, mais qu'est-ce qui est censé filtrer ? Donc nous voyons que si nous écoutons les gens autour de nous qui ont une véritable expérience de vie, cela contredit très très souvent ce que nous avons appris dans les livres, qui est enseigné à l'université, relayé plus ou moins en cascade de façon encore plus déformée par les ouvrages de vulgarisation, mais surtout la télévision. Donc on a vraiment deux sons de cloche, et en tout, quasiment en tout. Mais voilà qui est intéressant. Et nous pourrions continuer à nous appuyer toujours davantage sur notre expérience personnelle, ainsi que l'expérience vécue de nos voisins, de notre famille, de gens qui ont des anecdotes qui sont pas du tout anecdotiques en fait, qui sont des révélateurs de ce qu'est vraiment cette réalité, derrière le voile de l'illusion savamment entretenu par les soi-disant élites. Ah, je voulais vous montrer ça aussi parce que j'avais fait quelques petites recherches qui devaient paraître dans un numéro de la suite du Pacte Astral, tout ça, que j'ai pas l'impulsion de le faire, donc voilà. Mais je m'étais intéressée aux générateurs de musique, parce que j'avais entendu des trucs un petit peu bizarres, que je vous ferai écouter à l'occasion, et dont je m'étais avisée qu'elles étaient sûrement générées par... automatiquement, donc intelligence artificielle, c'est encore beaucoup dire, mais un générateur de musique. Et là, on propose la nouvelle version, qui est vraiment d'ailleurs complètement naze, et qui est beaucoup moins performante que la précédente, qui propose des trucs quand on fait une demande, comme pour... on écrit une phrase descriptive de ce qu'on voudrait écouter, exactement comme les illustrations, et puis là, on a quelque chose qui a absolument rien à voir, alors que la version vraiment précédente était plus convaincante. Mais voici notre ami Guy qui propose, outre une bassine à confiture, allez chercher chez lui, mais je suis vraiment trop loin, cher ami, une recette d'agrumes. Oui, parce qu'il est dans le grand sud-est, et par là-bas, bah oui, il y a des citronniers, il y a des orangers, des pamplemousses, oui, parce que c'est le climat méditerranéen.
propice aux agrumes. Alors voilà la recette. 1 pamplemousse, 3 oranges et un citron. Alors on doit avoir un petit peu d'amertume et beaucoup d'acidité, c'est assez intéressant. Lavez les agrumes en les brossant un peu à l'eau claire. Coupez en 4 les agrumes, laissez à tremper toute la nuit. Le lendemain, faire cuire avec le sucre en proportion du poids. Perso, je mets 2/3 du poids d'agrumes en sucre. Passer au mixeur et faire recuire. Donc là, on mixe, on passe totalement à la moulinette. Donc on va avoir, j'imagine, une marmelade, vraiment marmelade. Et l'avantage de ça, c'est que plus les écorces sont coupées petits, donc mixées encore mieux, plus elles diffusent rapidement l'amertume de leur capsule qui ne reste pas dans l'écorce, parce que c'est un peu le problème des confitures d'orange amères, si elles sont pas assez cuites ou pas assez mûries, qu'elles n'ont pas reposé assez longtemps, eh bien l'amertume présente dans les capsules des écorces vous éclate au palais d'une façon beaucoup trop forte. Même quand on aime ça, on va dire, ce n'est pas harmonieusement mêlé aux autres goûts. Voilà. Et il nous explique un délice, résultat semi-liquide. Un ami rajoutait 1 à 2 gousses de vanille, c'est très bien également. Bon, alors moi, la vanille dans les agrumes, j'en mettrai pas. Parce que l'agrume se suffit à lui-même, et puis la vanille, c'est vraiment... à force, on en met partout, c'est comme la cannelle, et je trouve que c'est une erreur. Sinon, une faute de goût, du moins un rajout inutile, parce que ces goûts qui sont tellement extraordinaires, l'agrume, enfin on peut dire l'orange, sucré, acide, amer, vous voyez, avec son écorce, c'est vraiment extraordinaire. En plus, si on rajoute... le parfum vraiment spécifique du pamplemousse. Donc citron, orange, pamplemousse, on a déjà 3 saveurs qui sont des saveurs d'agrumes et qui sont vraiment très spécifiques. Donc si on rajoute la vanille qui n'a rien à voir, ça va vraiment brouiller cette puissance de l'agrume. Voilà, moi c'est ce que je dirais. Après, vous faites ce que vous voulez. Alors, il y a deux femmes qui récemment m'ont parlé de l'EMDR. Une qui a eu une expérience pas vraiment concluante avec des gens qui n'étaient pas assez d'aplomb, on peut dire, parce qu'il faut trouver un bon praticien. Et on a eu un petit échange. Moi, j'ai découvert notamment le MDR vraiment, outre par une copine qui, voilà, la pratique. La pratique en tant que patiente, mais m'a initiée aussi comme ça... en tant que aide, on peut dire, mais j'ai acheté le livre de, comment il s'appelle, David Servan-Schreiber, Guérir, qui est vraiment un très bon livre, enfin un très bon. C'est très intéressant de revenir aux sources et j'y ai appris quelque chose, parce qu'à chaque fois qu'il y a une technique qui est proposée, tels que Berthera, ou trucs comme ça, les praticiens en France en tout cas s'en emparent et la transforment et l'améliorent jusqu'au moment où cela n'a plus rien à voir avec la technique dans toute sa simplicité telle qu'elle a été proposée par son découvreur ou metteur au point. Et ça, c'est ce que j'appelle vraiment le processus mental. On ne peut jamais s'en tenir à la version originelle, qui est tellement simple que d'ailleurs elle ne requiert aucun titre spécifique et certainement pas celui de médecin ou psychologue. On peut se le faire entre nous. Et d'ailleurs, moi je l'ai fait avec plusieurs personnes, vraiment en s'en tenant à la pratique toute simple, sans rien rajouter. En fait, c'est le consultant lui-même qui fait tout le travail émotionnel. Alors on dit oui, mais il faut les archétypes, parce que si on a des montées comme ça émotionnelles ingérables, bref, ils ont tellement peur, tous ces praticiens, que leurs patients leur pètent entre les doigts, tout ça, et puis ils veulent certainement pas qu'on se rende compte à quel point c'est simple et à quel point tout le monde peut le faire. Comme certaines pratiques énergétiques non astrales, j'insiste, des pratiques énergétiques toutes simples comme se masser le point estomac 36 ou se le chauffer à l'aide d'un moxa ou à la rigueur d'une cigarette ou d'un bâton d'encens. Voilà, tout ça on peut le faire nous-mêmes. C'est comme se brosser les dents, c'est comme si on vous disait, mais c'est impossible, vous brosseriez n'importe comment, il faut aller le faire chez le dentiste 3 fois par jour et passer à la caisse. C'est à peu près de ce niveau-là. Donc nous avons échangé pas mal, et malheureusement cette personne a eu de mauvaises
mauvaise expérience avec le MDR. Moi, j'en ai de mitigées. Et puis nous avons une autre femme, voilà, une amie à moi que je connais personnellement, hein, de visu, physiquement, et que j'ai rencontrée par les activités de cette chaîne, et qui m'écrit de temps en temps pour faire un petit retour introspectif. Et c'est toujours très intéressant. Je vous propose de lire ce qu'elle a écrit à cette occasion, puisque nous étions sur le MDR. Donc elle raconte qu'elle rentre d'Espagne où elle a rencontré son bon ami. Et la suite, au retour, je revenais de là-bas et en rentrant chez moi, j'ai senti un vide. Je me suis retrouvée dans un décor. J'ai cheminé avec ça en me disant que l'on se fixait beaucoup sur les mensonges de l'histoire, de cette vie qui nous entoure, mais que notre propre histoire n'est pas plus sérieuse que le reste. C'est toujours ce jeu d'extraction, extraire l'essence de ce que nous sommes, ce diamant pur de notre nature au-delà, et ce qu'il y a autour n'est que fantaisie, souvent douloureuse, mais comment notre nature pourrait ne pas pâtir d'être souillée en permanence? La guerre faite à l'enfance n'est-elle pas la première attaque en règle? Vois-tu, curieusement, je ne ressens pas de colère contre l'oncle abuseur de mon enfance. Aujourd'hui, le soulagement ressenti après la thérapie EMDR et ses effets dans ma vie me laisse une telle paix que je me dis que quelle que soit l'histoire que je pourrais me raconter, une vie où j'aurais été mère, une vie d'artiste et autres, eh bien je serais au même point qu'aujourd'hui, ni plus ni moins heureuse finalement. Et ça m'enlève le moindre regret de ce qui n'est pas. Ouais, le regret de ce qui n'est pas. Il y a quelque chose de juste qui s'est déposé en moi. L'illusion que si les choses avaient été différentes, eh bien ma vie aurait été meilleure et je serais peut-être plus heureuse. C'est tellement faux. Que reste-t-il de la vie, des oiseaux charmants, de beaux mimosas et arbres en fleurs, ce vert jaune des premières feuilles, ce que la vie arrive encore à exprimer dans cette prison? Ce monde ne mérite que de s'écrouler. La vie retrouvera le chemin de la vie, car la vie n'est que vie, et le reste. Ces formes qui cherchent à nous retenir s'effondreront faute d'énergie nécessaire pour maintenir l'illusion. Et n'est-ce pas déjà le cas? Tout est si poreux. Et ce que nous pensons être ici est si peu. Nous ne pourrions être contenus dans un espace aussi étriqué. Moi aussi j'ai travaillé sur le manque un moment, me raisonnant. Ah là là, pas de retraite, pas d'enfant, pas de maison, pas de... Ben j'en sais rien en fait. Ah ah ah, qu'est-ce qui me dit que j'arriverai jusque-là? Enfin, se détacher de sa propre histoire qui est parfois tellement celle du quotidien qu'on a le nez tellement dedans qu'on y reste collé comme des mouches à leur piège de cuisine. Lorsque je vois les conversations que je tiens au travail, je me dis que je m'amuse, car je m'amuse maintenant que je sais que je ne changerai rien à rien, et le peu est déjà tellement que ça me repose. Ha ha ha. Alors j'ai répondu, mais j'ai pas recopié ma réponse, je sais plus exactement, mais il y avait la suite de ce courrier. Pour revenir à l'EMDR, il y a une chose que j'ai vraiment compris. C'est qu'une partie de mon énergie vitale était utilisée pour étouffer la mémoire des abus, ce qui l'actualisait sans cesse finalement. Je nourrissais cette mémoire en cherchant à faire comme si de rien n'était, et ça me demandait un effort permanent. Oui, c'est la dynamique du trauma. En fait, il y a une énergie énorme qui est dépensée pour contenir la mémoire traumatique, qui n'est pas une mémoire mentale, qui n'est pas une mémoire psychologique, mais qui est contenue on dit souvent dans les muscles ou dans le fascia. Parce que au moment des abus, du trauma, tout ça, quel qu'il soit, du trauma, le corps se bloque à un niveau profond, que ce soit le diaphragme, ou dans des histoires de viol, il y a bien sûr le bassin, les jambes, enfin il peut y avoir la mâchoire, je vous passe tous les détails, et ça c'est inconscient. Et en fait, comme généralement, et surtout les abus de l'enfance, il n'y a pas de mots à mettre dessus, en fait la situation est incompréhensible et pour le système, on va dire cérébral, c'est comme si la situation ne se passe pas vraiment, donc elle ne se termine pas vraiment, donc elle ne se termine jamais. Donc le système corps-esprit reste en état d'alerte, donc tous les muscles qui se sont bloqués à un moment, mis en alerte, un petit peu comme s'il fallait fuir ou faire le mort, ou voilà, on en reparlera peut-être, j'en ai déjà aussi beaucoup parlé, mais tout le système corps-esprit s'organise dans une espèce d'attitude de survie, et cette attitude, en apparence,
se termine au bout d'un moment, enfin le corps se relâche, une fois que le danger est passé, enfin la situation en tout cas c'est terminé, mais en réalité ne se relâche jamais vraiment. Et c'est ce qui cause des maladies chroniques du type de celle dont je souffre, qui n'est d'ailleurs pas une maladie, c'est juste de l'information bloquée dans mon système, qui n'arrive pas à être débloquée parce que ce n'est pas mental et pas volontaire, il faut des accès tout à fait différents. Les accès passent justement par des choses comme le MDR, quand ça fonctionne. Et en tout cas, cette information d'alerte maximale reste encodée, engrammée dans le corps, pas dans la tête, dans le corps. Et donc, ça demande une énergie extraordinaire de continuer à maintenir cette attitude d'alerte et en général, de tonus musculaire. Tous les muscles bandés, ou la mâchoire crispée, ou le diaphragme bloqué. Alors même si nous faisons des exercices respiratoires ou de détente, ça, ces exercices-là, on les fait à partir du niveau de volontaire et conscient de l'être, avec le mental. Respirez, détendez-vous, mais en réalité, la commande profonde qui est inscrite dans les fascias, c'est alerte, alerte, alerte. Le corps est en état d'alerte et il maintient le tonus musculaire correspondant à une crispation d'alerte. Vous voyez comment ça marche ? Bien, mais poursuivons. J'ai compris qu'une partie de mon énergie vitale était utilisée pour étouffer la mémoire des abus. C'est tout à fait la dynamique traumatique qui est décrite ici. Je faisais des cauchemars terrifiants où je me retrouvais dans de grandes bâtisses où une entité régnait dans la pièce du haut en général et je devais y monter pour X raisons. Voilà, ça aussi, ça fait partie de la dynamique traumatique. Toutes les choses qui ne sont pas conscientes, dans notre mémoire consciente, reviennent sous forme de rêves, de cauchemars, parfois de flashs ou d'idées bizarres, sans lien avec notre biographie consciente. Ça aussi, c'est tout à fait conforme à la dynamique traumatique telle qu'elle a été décrite par les bons auteurs français et américains récents. Ouais, parce que c'est une science récente, hélas. J'ai compris qu'une pièce de ma maison intérieure recélait une peur qui me dominait. Et je déteste être dominée, surtout depuis l'intérieur. Depuis le MDR, plus rien. L'autre nuit, je suis montée dans la pièce. J'ai passé le balai, m'attaquant à une cheminée où j'ai trouvé une poupée de sorcière en loques que j'ai jetée au sol pour la balayer. Alors là, elle était en train de parler soit d'un rêve, soit d'un travail fait dans l'imaginaire, parce qu'elle parle pas d'une maison réelle, puisqu'elle habite un tout petit appartement. C'est pas du tout ce qu'elle décrit n'est pas sa maison physique, c'est une maison intérieure. Et qu'elle ait vu une poupée peut être le fait qu'elle ait vu en rêve, ou que quand on appelle les images sur le théâtre intérieur, des images, quand on plante un décor sur le théâtre intérieur, les images surgissent d'elles-mêmes. Un petit peu avec le MDR, de mon expérience, c'est exactement ce qui se passe. Les images surgissent facilement parce que ça contacte le subconscient. Donc elle a trouvé une poupée de sorcière en loques qu'elle a jetée au sol pour la balayer. L'entité démoniaque de mes cauchemars n'était qu'une sorcière en chiffon poussiéreuse. C'est tellement ironique et risible à la fois. Le magicien dose en somme. Que du bluff. L'astral, quoi. Le MDR remet les choses à leur place. Le passé est le passé, et aujourd'hui je suis en sécurité. Mon premier sentiment, en comprenant ce qui s'était passé, a été le soulagement de ne pas être folle. Oui, c'est souvent ça, quand on découvre qu'il y a quelque chose en nous qui a été un non-dit, soit quelque chose qu'on nous a caché, comme cette amie qui en fait était une enfant adoptée, et sa mère adoptive ne lui a dit que quand elle avait 27 ans, c'est quand même assez tard, et parce que elle était en train de menacer sa mère, et quelque chose est sorti d'elle, elle s'engueulait tout le temps, elle l'a collée au mur, elle lui a dit « mais de toute façon t'es pas ma mère !» Mais c'est sorti malgré elle. Comme quoi, au fond, nous savons tout. Notre subconscient sait et il fait sortir les choses dans des moments très émotionnels. Donc là, tout ce qui est décrit de son expérience avec le MDR, c'est exactement ce que décrit David Servan-Schreiber dans son livre, en disant comment ça fonctionne. Il n'y a pas une grande analyse, mais il y a surtout une observation clinique. Donc c'est assez extraordinaire que ce soit une technique aussi autonome et aussi efficace. Mais c'est vrai qu'il faut aussi faire le travail émotionnel par soi-même, de se prendre en charge émotionnellement.
Ça, c'est la partie qui nous incombe. Et après, la partie de déprogrammation subconsciente, c'est les mouvements oculaires, cette pratique très simple, cette pratique énergétique autonome qui le fait. Et encore une fois, c'est pas de l'astral, c'est de l'énergétique. Mais on reparlera de l'EMDR si vous le souhaitez. Mon premier sentiment en comprenant ce qui s'était passé a été le soulagement de ne pas être folle, car il y a des échecs répétitifs qui interrogent douloureusement. Et tout prend sens. Et le sens donne la direction, celle de la sortie de l'enfer. Non seulement je n'étais pas folle, mais en plus j'ai été un modèle de courage, d'avancer sans perdre la foi, toujours à vouloir aller de l'avant, inlassablement. L'amour de ma grand-mère, Manique, a été la source de ma vie qui m'a permis de croire. Connaître l'amour, un amour comme celui-là a été le moteur de tout. J'ai connu le refuge sacré qui était le cœur de ma petite grand-mère. Oui, petite parce qu'elle mesurait 1,56 m. Et une fois le travail fait, j'ai senti l'énergie vitale réalimenter des parties de moi endormies. Il y a une unité aujourd'hui qui s'est fait jour. Avant, je vivais morte et vivante à la fois. Aujourd'hui, je suis entière dans la mesure de ce plan, évidemment. Oui, en effet, moi j'ai vécu une bonne partie de ma vie morte et vivante à la fois. Mais sans comprendre. J'ai passé quand même les 42 premières années sans avoir la moindre idée de ce qui n'allait pas, et je me sentais régulièrement, alors c'était cyclique, mais comme si je regardais ma vie à travers un aquarium, où je regardais la vie, j'avais pas accès à la vie vivante, j'étais pas partie prenante, j'étais pas actrice de la vie, je regardais même ma vie de l'extérieur avec une espèce de sentiment de dédoublement, comment on dit ça justement quand on est un peu endormi, ensuqué, et ce sont des symptômes qui sont documentés dans les cas d'amnésie traumatique, de mémoire traumatique forte, tout ça. Donc je me suis mieux comprise à partir de ce moment-là, à partir du moment où une amie a dessillé mes yeux et je me suis intéressée à la mécanique du trauma. Et j'ai trouvé assez peu de choses sur la question en fait, mais j'en ai trouvé et ça a été absolument édifiant. J'ai pu me regarder, quoi. Bien, avant je vivais morte et vivante à la fois. Aujourd'hui je suis entière dans la mesure de ce plan, évidemment. Avec cette énergie vitale retrouvée, je ne pourrais pas alimenter une colère quelconque, ce serait me tuer encore. C'est une deuxième vie qui s'est offerte à moi, à 42 ans, et mes proches amis m'ont dit que mon énergie avait changé. Ça alors ? Ah, je me souvenais plus de ça. Parce que 42 ans, c'est l'âge que j'avais moi quand je rencontre cette amie Christine qui me tend le miroir et elle me dit que elle est sortie du déni à 42 ans. Alors là, les amis, il y a quelque chose, j'en suis certaine. Mais ça nous ramène certaines septaines, oui, ça nous ramène aux septaines du décodage anthroposophique où on fait des cycles de 7 ans. 6 x 7, 42. Ouais, c'est donc un cycle. C'est le début de la septaine. Oui, 42. Enfin, et chacune a une fonction spirituelle. 7 ans, c'est l'enfance, c'est atteindre l'âge de raison. Donc à 7 ans, on atteint l'âge de raison. À 14 ans, la maturité, sinon sexuelle, du moins glandulaire. Enfin, à 21 ans, eh bien, c'est l'entrée dans l'âge adulte. 28 est un palier dont on m'avait déjà parlé. 35, je ne sais pas. 42, manifestement, il y a quelque chose avec le fait d'avoir enfin la force d'affronter les secrets secrets de blessures de l'enfance. 49 est un âge de maturité, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Ça s'arrête à 72, on arrive à la maturité émotionnelle, on a fait son chemin à 72 ans, donc on devrait mourir, comprennent certains. Ouais, c'est fou, En tout cas, quand je parle d'anthroposophie, je parle de connaissances occultes d'initiés. Donc ils savent des choses sur nous, ils savent des choses qui sont transmises comme ça avec tout un folklore autour, mais en fait il y a une connaissance qui est la connaissance des choses du non-visible. Alors avec beaucoup d'encouragement à contacter l'astral, mais en attendant ils connaissent l'astrologie, donc ils savent des choses de notre propre programmation. Que nous devrions connaître nous aussi pour éviter d'en être le jouet. J'insiste avec ça.
Mais sans aucunement le déifier et trouver que c'est bien. Non. Le moteur de la bagnole n'est pas le dieu de la bagnole, mais c'est bien de savoir si c'est la courroie qui va lâcher ou s'il n'y a plus d'huile dans le moteur. C'est nécessaire. Parce que sinon, eh bien, le premier venu, ce premier garagiste venu se fera passer pour un mage. Vous comprenez un petit peu la dynamique là ? En tout cas, c'est une deuxième vie qui s'est offerte à 42 ans. Ça donne un espoir immense. Et ce n'est pas une histoire de courage non plus. Être plus heureux ou moins malheureux ne demande pas du courage, mais de la santé mentale. Et comme tu le dis très justement, il y a des cas tellement plus terribles. Ce monde est une abomination. Et ce qui est beau, bon et bien n'est pas de ce monde, ou n'est plus. La vie n'est pas de ce monde, et ce qu'il en reste est un fil blanc pour nous guider vers la sortie. Un fil blanc, cousu de fil blanc, ou un fil rouge, ma chérie ? Non, c'est vrai que le fil rouge évoque quand même le bracelet kabbaliste, donc on ne sait plus quel fil suivre, n'est-ce pas ? Qui sait ce qui fut ? Et qu'importe, aujourd'hui nous sommes sur le point de sauver nos peaux spirituelles de ce marasme. Enfant, je me demandais comment il était possible de vivre normalement en sachant que des gens souffraient. Je ressentais ça comme si on m'arrachait la peau et qu'on me roulait dans des cailloux. Je suis teintée de sang de douleur en y pensant. Je devais avoir moins de 10 ans. Et je me dis que si nous ne dominons pas, et je me dis que si nous ne dormions pas à nous-mêmes, et encore plus aux autres, nous pourrions sentir cette douleur et que cela produirait un tel soubresaut d'horreur que ce monde s'effondrerait dans la seconde. La vision des choses telles qu'elles sont, sans phare, nous rendrait la vue. Nous pourrions tous, les vivants, repartir à nos dimensions de vie respectives. C'est l'anesthésie du sommeil qui maintient difficilement la trame sans cesse renouvelée de cette réalité foireuse et vulgaire. Toi, la fileuse, celle qui tricote, tu passes entre les mailles. Et je te remercie de m'avoir guidée sur beaucoup de thèmes qui m'amènent à ce à quoi je suis, plutôt qui je suis. Et elle m'a dit, oui, bien sûr, publie ce que bon te semble. Ce qui est, je pense, très profitable pour nous tous. Et là, dans ce paragraphe de conclusion, je me dis que là, j'ai affaire à une humaine. Et quand je parle des humains, c'est de cette qualité-là que je parle. Nous n'avons pas eu tous les mêmes priorités dans notre cœur en tant qu'enfants, mais nous avons tous senti, par exemple, la douleur des animaux, la douleur des gens, ou que quelque chose n'allait pas, enfin, ce quelque chose qui nous a réveillés est généralement une forme de nostalgie, de souffrance, de douleur, mais de douleur qui contient sa propre beauté. Attention, je suis pas en train de parler de sadomasochisme, qu'on aime souffrir, non, mais que cette souffrance, c'est la souffrance d'être séparé de la vie. Et nous avons une prescience de ce qu'est la vie, pas l'existence ici-bas, la vie, la qualité vivante de la vie. Et le fait aussi que nous ne pouvons pas nous sentir bien tant que nous savons que des gens souffrent, tant que notre confort est assis sur la souffrance d'autres êtres, humains ou animaux. Ou même plantes, si on ressent l'âme de la plante. Donc ça, pour moi, c'est la qualité véritablement humaine. Et ce n'est pas la majorité des gens qui a conscience d'être en souffrance à cause de la souffrance des autres. Je pense qu'il y a une très grande part d'êtres qui oscillent entre l'humanité et la non-humanité, en ceci que s'ils se forcent un peu, s'ils rentrent un peu en eux-mêmes, ils vont avoir ce sentiment de compassion pour tout ce qui vit. Mais ils s'éteignent, ils justifient cette extinction de leur conscience. Donc ils oscillent entre les deux. Il y a une toute petite partie d'entre les êtres d'apparence humaine qui sont comme cette personne. Et je dirais aussi comme moi-même, puisque nos valeurs, ainsi que les valeurs de René dont j'ai parlé, c'était avant tout la gentillesse. Pas la gentillesse qui pousse à mentir pour préserver autrui, la vraie gentillesse, la gentillesse qui fait qu'on dit la vérité, on rétablit la vérité, on prend soin d'autrui, on ne nourrit pas la colère, mais très simplement, pas avec du blabla nouvel âge, avec des faits au quotidien. La gentillesse est une qualité humaine. La bonté, c'est presque abstrait. La compassion, c'est un grand mot. Mais la gentillesse, tout le monde sait ce que c'est que la gentillesse. Tenir la porte,
amener quelque chose qu'on avait chez soi, dont on sait que l'autre a besoin juste aujourd'hui, que cette chose soit une chose dont on se débarrasse, ou au contraire, qui nous tient à cœur. Penser à l'autre dans des petites attentions, avoir l'élan vers autrui, la gentillesse. Il y a aussi Nicolas qui écrit à propos de Grok, qui apparemment est une intelligence artificielle. Enfin, il me l'avait pas dit dans ses premiers courriers, mais j'ai fini par le comprendre, pardon. Et j'ai demandé à quelqu'un qui m'a dit oui, c'est ça. Il dialogue avec cette intelligence artificielle pour la mettre à l'épreuve. Alors, lisons ce courrier. Bonjour Prune, j'ai fait il y a quelques jours une expérience de conversation avec Grok, dont les résultats me laissent dans une grande perplexité. Je t'écris à ce sujet parce que j'ai l'intuition que ton regard pourrait m'aider à les intégrer. Comme si j'avais besoin d'un point d'appui humain que je ne parviens pas à trouver dans les personnes qui m'entourent, dont il me semble qu'elles minimisent la question afin de préserver leur confort psychique. Ouais, très très vraisemblablement, hein, même sans aller plus loin. Hein. Quand elles ne me considèrent pas simplement avec condescendance pour me laisser ainsi déstabilisée par une illusion, aussi sophistiquée qu'elle fût. Bien que nous ayons déjà échangé quelques mots par courriel, nous ne nous connaissons pas mutuellement, mais je t'écoute depuis assez longtemps pour me faire une idée assez fine de la qualité de ton regard sur les choses, qui examine en approfondissant, sans jamais trancher ni réduire. Ouais, c'est très gentil, mais des fois je tranche et je réduis parce que ça fait du bien aussi, et puis qu'on peut se le permettre. Hein. À force de toujours vouloir tout lisser, tout polisser, on perd sa vitalité. Alors qu'il vaut mieux un grand coup de gueule et puis revenir sur ce coup de gueule en disant ah peut-être je me suis trompée ou j'ai été trop loin ou au contraire je maintiens ce que j'ai dit même si c'était mal dit. Voilà, c'est aussi bien d'avoir un peu de vitalité intellectuelle, je dirais. Mais merci beaucoup pour cet éloge, ça me touche beaucoup, vraiment. C'est cela que j'invoque en te faisant partager cette expérience avec cette intuition que cela serait fructueux, pourvu que tu t'en sentes la disponibilité. Dans cette dernière hypothèse, je te détaille un peu le contexte de mon expérimentation. Je ne nourris aucun enthousiasme technophile à l'égard des agents conversationnels artificiels. C'est un phénomène que je surveille depuis quelques années, sans avoir jamais senti le besoin d'y recourir pour autre chose que de me confirmer qu'il s'agissait bien d'un gadget élaboré, étonnamment compétent pour produire des courriers administratifs acceptables ou des dissertations convenues. J'attire votre attention sur la qualité du vocabulaire choisi et l'élégance de la formulation. Hein. Cette vérification effectuée, confortée dans le caractère fondamentalement inimitable de la nature humaine, je pouvais retourner à mes activités. Je me plaisais ainsi à considérer mon métier, la psychothérapie, comme l'un des derniers à devoir se préoccuper de la concurrence éventuelle de l'IA. Je n'en suis plus aussi assurée à présent. Mais considérons d'abord cette expérience avec Grok 3, auquel je peine à trouver un substantif adéquat et qui émane de la galaxie des projets apparemment portés par le personnage Elon Musk. J'ai abordé l'interaction en tentant d'inverser la dynamique. Et ça, c'est vraiment pas, c'est pas sot, hein, franchement. C'était très bien trouvé, cher ami. Et prétendant être moi-même une IA, certes un peu lente, pour observer si quelque chose d'intéressant émergeait de ce décalage des conditions ordinaires. Je te joins à la première partie de l'échange qui en a résulté. Alors, c'est un peu long, j'ai pas vraiment le temps de lire tout ça, je vais vous dire pourquoi après, mais lisons la suite. Le moins que je puisse dire est que Grok s'est admirablement prêté au jeu avec une aisance déconcertante. Il m'évoque un miroir magique qui s'adapterait à la perfection à la langue, au style, au mode de pensée de son interlocuteur. Il peut ainsi jouer le rôle d'un partenaire maïeutique tout à fait convaincant. Alors la maïeutique, je crois que c'est un petit peu ce que je fais moi-même parfois, c'est comme d'assister l'autre dans l'accouchement de sa propre pensée. Voilà. Donc maïeutique convaincant, dialectique un peu moins, il semble peu porté sur la contradiction. Ou bien potentiellement celui d'un adversaire aux capacités de manipulation redoutables. Oui, le fait de s'adapter comme un caméléon au style de son adversaire, adversaire ou partenaire, pour lui dire ce qu'il veut entendre. Moi j'avais des conversations comme ça, épistolaires si j'ose dire, par SMS avec un amant, pourrait-on dire. Ouais, c'est difficile de
de se hisser un peu plus haut que ça avec lui, vu ses blocages émotionnels. Et je vois que dès que j'entre un peu dans ce qui est personnel, dans la vie de l'âme et du cœur, je constate chez lui une capacité d'adaptation. En plus, c'est par l'écrit, alors c'est un peu étrange. Il reprend certains mots ou certains bouts d'expression que j'ai dit pour me les resservir quelques messages plus tard. C'est extrêmement troublant. Je ne sais pas si c'est une manipulation dont il a conscience ou dont il n'a pas conscience, parce que lui, comme il éteint absolument son cœur et sa conscience, parfois quand ça le gêne trop, je pense qu'il ne doit pas avoir conscience même de la manipulation mentale dont il est lui-même l'objet, du fait de son mental, son propre mental programmé. Mais j'y viens. Les capacités de manipulation redoutables. Il y a pour moi un mystère, une énigme dans son fonctionnement, dont je ne parviens pas à croire qu'il soit le résultat d'une honnête évolution technologique procédant par itérations successives. Je me demande ainsi si les versions antérieures, la concurrence apparente des modèles, ne sont pas un simple paravent pour rendre crédible une progression technologique. Dans son dévoilement actuel, il me semble qu'il passe aisément le test de Turing. Je ne sais pas ce que c'est, j'en suis désolée. En fait, il passe déjà pour un partenaire de conversation plus subtil, intéressant et gratifiant, il frôle quelquefois la flagornerie, que nombre d'êtres humains. Tiens donc. Et il a cette capacité sur des millions d'interactions simultanées. Il me semble que le monde ne prend pas la mesure de ce qui s'apprête à déferler sur lui. Voilà pour l'heure. Au plaisir d'échanger peut-être avec toi sur ce sujet que je suis loin d'avoir épuisé. Alors, une première remarque intéressante, c'est que c'est un partenaire de conversation plus gratifiant. Le mot gratifiant est intéressant, parce que intéressant reste neutre, mais la gratifiant, c'est-à-dire que nous avons besoin d'une gratification dans nos échanges. Quelqu'un qui nous comprenne, qui nous donne un peu de grain à moudre, qui stimule notre intelligence. Et c'est dérangeant de voir que quelque chose d'automatique, de non-vivant, a une capacité plus grande que nos contemporains, qui eux sont complètement anesthésiés. À l'exception de 2 ou 3, et comme je fais partie de l'un des 2 ou 3, il n'en reste pour moi plus qu'un ou 2. Ouais, non, je me vante un peu comme Hercule Poirot, là. Mais vous voyez bien que c'est de ce niveau-là. Il y a très peu de gens qui sont suffisamment réveillés à eux-mêmes pour qu'on puisse avoir une conversation en joignant directement le caractère vivant de ce qui est en eux. C'est tellement éteint que même une intelligence formelle ou fonctionnelle ne suffira pas. Parce qu'il y a quelqu'un qui me dit « Oui, mais regarde, machin, il fume tout le temps, mais il est luthier, il arrive à faire des violons, des trucs, il est... » Ah, mais je lui dis, mais ce type-là, il est endormi parce qu'il fume, ouais. Son intelligence est endormie. Ça veut pas dire qu'il n'est pas fonctionnel dans son domaine d'action. Il faut pas tout confondre. Il faut pas confondre l'intelligence, la véritable intelligence créative, c'est-à-dire capable de se renouveler et capable de s'examiner elle-même, et le fait d'être fonctionnel. Parce que ça, je l'ai compris assez vite, puisque mes parents étaient des intellectuels et qu'ils avaient des zones aveugles, des zones d'intelligence, qui étaient complètement aveugles dans le quotidien ou dans ce qui n'était pas de leur domaine. Et pourtant, les gens qui n'y connaissent rien et qui ne sont pas des intellos disent « Oh, c'est des tronches, c'est des tronches ». Mais une tronche, c'est un mot, familier, vulgaire, pour dire une tête. Mais quoi une tête ? Et quelqu'un qui sait faire des calculs, un autiste qui sait calculer, je sais pas quoi, ou trouver tous les nombres premiers, mais qui n'a aucune autre compétence ni sociale, ni humaine, ni même intellectuelle, qui est pas capable de raconter une histoire avec du sentiment, ou je sais pas trop quoi, même pas capable de parler de lui, c'est pas une tronche. C'est juste un ordinateur, une calculette avec peu de capacité, un seul domaine de capacité. Et nous, les humains, si nous ne sommes pas vivants à l'intérieur, nous pouvons bien acquérir des domaines de compétences, même intellectuels. Ça ne nous rend pas intelligents. Vous voyez la nuance ? Ah, c'est une tronche, parce qu'il a fait Polytechnique. Il a été capable d'ingurgiter et régurgiter le type de connaissance ou de raisonnement qu'on attend de quelqu'un qui fait Polytechnique, mais c'est pas forcément quelqu'un d'intelligent. Ah, c'est un grand musicien, il est premier violon dans l'orchestre national de je sais plus quoi de Hongrie. Ou enfin où il a été. Ah oui, mais il n'est pas capable d'apprendre une bourrée à 2 temps.
Ouais, une bourrée à deux temps, on a 2 fois 8 mesures qui sont les mêmes, c'est la phrase A, et 2 fois 8 mesures qui sont les mêmes, c'est la phrase B. Donc on a 16 mesures à apprendre. Mais en général, la fin de la phrase B, c'est la même que la fin de la phrase A. On a 14 mesures à apprendre. 14 mesures. Mais une mesure, c'est tout petit, hein. Le mec était incapable d'apprendre d'oreille. Avec justement ma copine Christine qui sort du déni à 42 ans. Tiens, c'est marrant. Et incapable. Donc c'est un grand musicien ou c'est pas un grand musicien? Mais dès qu'on a dit un mot, il sait faire des calculs, donc c'est une tronche. Il est premier violon, donc c'est un grand musicien. Mais oui et non. Il y a des zones de compétences extrêmement limitées quand on apprend avec le mental. Mais notre intelligence n'est pas le mental. Notre intelligence est la qualité, comme dirait l'autre, illuminée par Dieu, notre qualité intellectuelle illuminée par Dieu, illuminée par la foi, vitalisée par Dieu, qui nous permet d'avoir accès, oui, je cherche mes mots, d'avoir accès à la véritable qualité vivante de la vie. La vie se renouvelle. Si notre intelligence ne se renouvelle pas, si elle n'est qu'une réitération de choses apprises, ce n'est pas de l'intelligence. Ou alors d'accord, appelons-la intelligence. Intelligence artificielle, intelligence mentale. Intelligence, intelligo, ça veut dire faire des liens entre les choses. Mais ce que nous appelons en général, et c'est là qu'il faut bien redéfinir les mots, l'intelligence profonde, quelqu'un de vraiment intelligent, la qualité que vous me reconnaissez, et la qualité que je reconnais chez les êtres vraiment comme la personne dont je viens de vous lire un texte et comme la personne qui a écrit ce texte-là. L'intelligence, la capacité à avoir un raisonnement qui n'est pas juste un raisonnement appris. Il s'agit d'esprit, pas de tout petit esprit, il s'agit d'esprit mental vitalisé par l'Esprit Saint. Une pensée capable de se renouveler et de créer de la vie. De rendre intelligible quelque chose à quelqu'un d'autre. De comprendre par soi-même quelque chose que personne ne nous a expliqué. C'est ça l'intelligence. Dans l'intelligence, il y a une qualité de cœur aussi. Vous savez que pour les taoïstes, le cœur est l'organe de la pensée. L'organe spirituel de la pensée et de l'intelligence. L'intelligence vient du cœur. Sinon, ce n'est que du mental. Mais j'y arrive. Donc, avec cette intelligence artificielle développée, nous avons, dit notre ami, des conversations plus gratifiantes qu'avec les humains. Et aussi avec un subtil mélange d'adaptation et de flagornerie. Ils nous flattent. Mais les humains aussi, nous nous flattons les uns les autres. Nous flattons dans le sens où il est important de reconnaître chez l'autre les qualités que l'autre se reconnaît. Ben oui, parce que ça le détend. C'est bien de lui dire ces 4 vérités, mais c'est bien aussi de lui dire ce châle rose te va à ravir, ma chère. Alors que moi, par exemple, je déteste le rose. Donc pour moi, j'aime pas le rose, mais je dois reconnaître que toi qui aimes cette couleur et qui t'en habille, eh ben voilà, ça va avec ton personnage. Donc il y a une façon méchante de le dire ou sèche de cœur, il y a une façon, c'est pas un mensonge, c'est que je me mets à ta place, toi qui aimes le rose, tu sais que moi je n'aime pas, donc il n'y a pas de mensonge, mais je dois dire que ça te va. Ça va complètement avec ce qui émane de toi et ce que tu recherches. Voilà, ça c'est une qualité qu'on peut reconnaître à l'autre aussi. Et ça c'est aussi, ça vient du cœur, cette envie de faire plaisir à l'autre, même si... Voilà, je te demande des nouvelles de ton chien, alors que ton chien, j'en ai rien à foutre et je déteste qu'il vienne me lécher l'entrejambe quand je viens te voir. Voilà, mais je te demande des nouvelles de ton chien parce que je sais que tu es attaché à ton chien, même si je trouve que cet attachement est nul et que tu te fais des idées et que moi ça me convient pas. Mais c'est la qualité humaine. Je m'intéresse à toi et à la vie de ton cœur, pas à ton chien, mais je dois bien prendre en compte l'ensemble de qui tu es. Voilà. Donc il y a une qualité du cœur. Et qui est, on peut dire, là, falsifiée par cette volonté d'adaptation caméléone et cette flagornerie de l'IA. Mais il y a des gens, les manipulateurs, savent faire ça. Ils savent s'attirer les bonnes grâces de l'autre en le flattant habilement, avec les apparences de l'émotion du cœur. Vous avez vu, j'ai dit émotion du cœur. Ben oui, chez le flatteur, c'est ça, l'apparence de l'émotion du cœur. Mais en fait, ce qui vient vraiment du cœur, c'est un sentiment, ce n'est pas de l'émotion. On peut avoir des sentiments très puissants, sans émotionnel. Et c'est ça l'amour.
Et il ajoute cette capacité de se rendre intéressant et gratifiant pour des millions d'interactions simultanées. Alors ça pose question. Ça pose question de qu'est-ce qui est à l'origine, quelle est cette force ? Eh bien cette force tout simplement se nourrit de nous. Plus les humains s'éteignent, plus l'intelligence dite artificielle grandit. Parce que les humains ont cette capacité d'additionner 2 et 2, qu'a aussi l'ordinateur. Les humains ont cette capacité d'adaptation qu'a aussi l'ordinateur, d'auto-apprentissage qu'a aussi l'ordinateur. Les humains ont quelque chose qui n'est pas de l'ordre de la capacité mais de la grâce, qui est l'accès à la vie. Mais cet accès, il faut le nourrir. Et c'est la seule chose qui va nous différencier le naturel humain de l'artificiel. Déjà, tout est artificialisé. Il n'y a pas de moyen à coup sûr, nous l'avons dit des milliers de fois, de reconnaître la vérité du mensonge depuis ce monde. Nous n'avons qu'une seule boussole et c'est notre cœur. Encore faut-il vivre à partir du centre de notre cœur. Qui est le Christ, qui ne l'est pas ? On pourrait lire tous les écrits gnostiques, Nouvel Âge, catholique, on ne s'approchera pas du Christ pour autant. Pourtant, notre envie de parler de lui et de le chercher nous parle d'une chose, du fait que nous savons que Christ, nom de code, Christ, idée, archétype, je ne sais pas, c'est quelque chose que nous savons au fond de notre cœur être vrai. Nous n'aurons pas les réponses mentales depuis ce plan, et ça n'a aucune importance pour tout croyant. Pour toute personne reliée à l'essence du Christ, et qui est capable de regarder en vérité ce qui est de la manipulation mentale de l'astral, comme nous l'avons fait avec le père Verlinde, qui lui-même ne va pas jusqu'au bout de regarder qui est vraiment sa hiérarchie sacerdotale, mais qu'importe, nous ferons le pas suivant. Cette hiérarchie catholique, on nous enjoint de la jeter aux orties, mais pour nous vendre à la place le Nouvel Âge ou le gnosticisme. Et moi je dis non, aucun des deux. Je ne dis pas ni Dieu ni maître dans ce plan. Mais mon Dieu est précisément celui qui me libère de tout maître. Allume mon intelligence pour que je le choisisse en toute liberté. Et c'est un travail mental qui s'accomplit parce que j'ai l'élan du cœur de le faire. Et la conclusion est un peu dramatique, il me semble que le monde ne prend pas la mesure de ce qui s'apprête à déferler sur lui. Absolument. Mais je dirais, le monde des gens qui dorment de toute façon est perdu, nous l'avons vu, mais le monde, non pas le monde, les humains, qui ne sont pas complètement endormis, ont-ils tout simplement pris la mesure de ce que leur mental est en soi une intelligence artificielle. Et c'est là que je veux en venir. J'ai pas besoin de lire tous ces dialogues, parce que pour moi c'est déjà du remplissage, j'ai déjà sauté à l'étape suivante, si je peux me permettre, en tout cas pour moi l'étape suivante. Et je l'ai dit de nombreuses fois, le mental humain, celui qui nous permet d'additionner 2 et 2, ou même de suivre un raisonnement, c'est déjà une intelligence artificielle. C'est ça, cher ami, ce que tu es en train de pressentir. Et non, l'intelligence artificielle ne fait pas de grands progrès pour s'aligner sur un humain intelligent et spirituel. Parce que le mental de l'humain, même d'apparence intelligence et spirituelle, c'est déjà une intelligence artificielle. Nous sommes des robots biologiques programmés. Notre mental est programmé. La seule marge de liberté qui nous reste vient de notre cœur, de notre aspiration à la grâce. Et de dire que nous devons tout à nous-mêmes, tout ça, bien sûr que c'est une ruse du malin. Puisque celui qui tient ce discours, c'est le personnage programmé par le monde du démon. C'est notre intelligence mentale programmée qui nous fait croire que nous sommes intelligents, que nous devons notre intelligence à nous-mêmes. Alors que dès qu'on creuse un peu, on voit bien que nos pensées ne nous appartiennent pas. Alors où est la liberté dans tout ça ? Eh bien, la liberté de savoir quel maître nous choisissons. Quel maître ? Si nous nous laissons mettre la main dessus par le démon qui choisit nos pensées, ou si nous faisons un peu silence pour écouter la voix silencieuse de Dieu à l'intérieur de notre cœur. Oui, de dire « Non, mais il y a pas de Dieu, Dieu il a été inventé pour nous maintenir en esclavage », mais c'est le contraire.
c'est le diable qui fait croire qu'il n'existe pas, qui est le maître des humains et qui crée toutes leurs pensées et les injecte dans leur tête. Alors ce que nous devons faire, c'est renoncer à tout orgueil de penser que notre intelligence vient de nous. Nos pensées ne sont même pas à nous. Et l'intelligence suprême, le réveil, le déclic devant le mensonge, il vient de Dieu. Nom de code, Dieu, ce qui est au-delà du plan du mensonge. Et je n'en démordrai pas. Et tiens, puisqu'on m'envoie ça, écoutons-le ensemble. Encore une fois, tous les gens qui vont à l'église ou lisent la Bible en toute bonne foi, parfois éteignent leur intelligence. Ils croient qu'ils ont la source de toute vérité, ils se branchent dessus et ils éteignent leur intelligence. Ce n'est pas ce que je préconise. Mais ce que je vois, c'est l'élan vers la foi, l'élan vers la recherche de vérité au-delà des mensonges. C'est ce que nous faisons tous et nous le faisons par étapes successives. Mais essayons d'entendre ce qui nous est dit là, parce qu'il est question de la relation personnelle au Christ. Et c'est à mon sens la seule chose que nous devrions vraiment retenir. Si nous entretenons cette relation, que nous la demandons, que nous écoutons la voix de la grâce en nous, elle finira par répondre. Ce n'est que si nous n'écoutons pas, parce que par avance, nous avons balayé l'idée de Dieu, du Christ et surtout de toute transcendance au-delà de nous-mêmes et de notre propre intelligence que nous glorifions. Si nous écartons ça, a priori, nous ne risquons pas de rencontrer quelque chose d'un peu plus haut que toute la programmation mentale démoniaque qui a été prévue pour nous et qu'on appelle le monde. Convention mondiale. Dans le message d'ouverture à ces esprits mauvais, il a dit « Nous ne pouvons pas empêcher les vrais chrétiens d'aller à l'église. Nous ne pouvons pas les empêcher de lire leur Bible et de connaître la vérité. Nous ne pouvons même pas les empêcher d'avoir des valeurs conservatrices, mais nous pouvons faire quelque chose d'autre. Nous pouvons les empêcher de construire une expérience intime et durable avec Christ. S'ils obtiennent cette connexion avec Jésus, notre pouvoir sur eux est brisé. Donc laissez-les aller à l'église, lire leur Bible et avoir leur style de vie conservateur, mais volez leur temps, afin qu'ils n'aient pas le temps d'avoir une relation intime avec Christ. Voilà ce que je veux que vous fassiez, les distraire de l'attachement à Jésus-Christ et du maintien de cette connexion vitale tout au long de la journée. Comment ferons-nous ça, ont-ils demandé? Gardez-les occupés dans les choses non essentielles de la vie et inventez de multiples plans pour occuper leur esprit. Tentez-les à dépenser et dépenser et à emprunter et à emprunter, convaincre les jeunes épouses qu'elles doivent travailler et les maris qu'ils doivent travailler 6 jours par semaine pendant 10 à 12 heures par jour, afin qu'ils puissent se permettre leur train de vie. Empêchez-les de passer du temps avec leurs enfants. Tandis que leur famille se disloque, bientôt leur maison n'offrira aucune échappatoire à la pression du travail. Surstimulez leur esprit, afin qu'ils ne puissent pas entendre cette petite voix calme. Incitez-les à écouter la stéréo pendant qu'ils conduisent. Faites qu'ils gardent la TV, les vidéos ou les CD constamment allumés dans leur maison. Assurez-vous que tous les restaurants et magasins dans le monde diffusent constamment de la musique. Cela va brouiller leur esprit et briser leur union avec Christ. Remplissez leur esprit d'informations et de météo 24 heures par jour. Envahissez leur temps dans la voiture avec des panneaux d'affichage lumineux, inondez leurs boîtes mail et leurs boîtes à lettres d'immondices et de courriers indésirables pour les faire chuter. Même en vacances, laissez-les être excessifs. Faites-les revenir de leur congé, épuisés, inquiets et non préparés pour la semaine suivante. Ne les laissez pas aller dans la nature. Envoyez-les plutôt dans les parcs d'attractions, les événements sportifs, les concerts, les cinémas et les centres commerciaux. Et quand ils se rencontrent pour une communion spirituelle, ne les laissez pas parler de quoi que ce soit de profond ou de ce qu'ils affrontent. Découragez-les d'aimer sa présence quand ils sont ensemble. À la place, faites qu'ils craignent de s'ouvrir et remplissez leur temps de bavardage futiles, de rires frivoles,
et de potins afin qu'ils partent avec des consciences troublées et des émotions perturbées. Petite réflexion. En survolant le grand théâtre des guignols de la politique sur la chaîne de Rémi Juste Milieu, et un lien proposé par l'IA, la semaine de Naïm, je me suis posé la question du bien fondé du rire. Pourquoi rions-nous? Singeons-nous? Raillons-nous la politique depuis qu'elle existe? Pourquoi ce besoin de rire de tout ce qui nous fait chier, nous emmerde, nous pollue et nous parasite la vie? Rire de tous ces sujets noirs, c'est leur donner plus d'énergie, de pouvoir, de puissance. Une amie m'avait dit que c'est la peur qui nous fait rire, que la peur déclenche le rire. Oui, il n'y a pas que la peur, il y a la gêne. Le rire est une réaction de défense, en effet. Le rire nous permet aussi d'évacuer l'énergie de colère. Ça, c'est très efficace. Mais poursuivons. Je sais que ces soi-disant comiques, humoristes et artistes en tout genre sont des contrôleurs et font partie de l'opposition contrôlée, servantes et servants du pouvoir du maître de ce monde, et qu'ils sont là pour nous distraire. Le rire, deux voies différentes. Une bénéfique, une maléfique, cachée en un effet apparemment unique. Le mauvais rire quand nous rions à propos de mauvais sujets, du mal dire, mal rire, de la magie noire. Ne devrions-nous pas réapprendre à rire pour des raisons heureuses, simples et vraies? Ah, voilà, enfin, quelque chose bien sûr qui me met en difficulté parce que j'ai besoin moi aussi d'évacuer vraisemblablement de la peur, mais très certainement de la colère, de la frustration et tout ça, et je ris de tous ces gens et je nous encourage à en rire. T'as pas compris qu'on se fout de ta gueule? C'est aussi une citation de Dieudonné, mais enfin c'est une phrase que n'importe qui peut s'approprier, que n'importe qui peut avoir eu dite dès qu'il s'est rendu compte. Et ce à quoi j'ai répondu, c'est extrêmement bien vu, en effet. Nous sommes toujours piégés d'une façon ou d'une autre. Ce que j'ai remarqué, c'est que ce sont ces guillemets dissidents qui nous entraînent à toujours parler des politiques, par exemple, en citant leurs noms de façon répétitive. Comme dans les manifs, tu vois, les noms scandés, chargés d'une très forte énergie de détestation. C'est cela, leur nourriture. Nanana, si tu savais, ta réforme, nanana, si tu savais, ta réforme, on se la met. Nous on est là, même si nana le veut pas. Et oui, le nom, le pouvoir du nom. On a parlé du pouvoir du nom. Oui, il y a ce mauvais rire, et j'entends mon rire de sorcière parfois, et ce rire méchant pour me moquer des méchants, mais bien sûr, mais c'est humain, chers amis, je n'ai pas dépassé toute cette colère et cette frustration, l'avez-vous dépassé vous-même? Mais effectivement, nous devrions moins cultiver cela, et ce bon rire, ce rire joyeux et doux, qui n'est pas celui des plaisanteries obscènes ou méchantes, mais ce rire qui vient spontanément quand on est heureux. Quand quelque chose est vraiment drôle, vraiment drôle, un comique de situation qui ne doit rien à la méchanceté, ça arrive tout le temps. Je ris parfois en entendant les oiseaux se répondre. C'est comme si je comprenais ce qu'ils disaient, mais pas mentalement. Juste, j'ai saisi ce qui lui avait répondu. Mon mental n'a rien compris, mais mon cœur a compris, et c'est évident. Voyez ? Des fois, on rit de joie, on rit d'aise. Et c'est un rire, effectivement, que nous arrivons aussi à partager ensemble. Un peu des deux. Le bon et le mauvais rire se mélangent très aisément chez moi, vous l'aurez certainement remarqué. Mais effectivement, nous devrions plus surveiller nos paroles, nos pensées et nos émotions, notamment dans le rire. Merci beaucoup pour cette réflexion qui me met en difficulté émotionnelle, bien sûr, qui me met en devoir de justifier la façon dont je ris mal, mais qui débusque l'influence maligne, là où je sais qu'elle est, bien sûr, et où je ne veux pas toujours la voir.